Monsieur Yanacha, cher Jean-Adrienne, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui pour inaugurer un nouveau cycle de rencontres intitulé Point de rupture. Est-ce que les uns et les autres avaient eu connaissance du dépliant qui présente la totalité du programme? Si jamais ce n'est pas le cas, je vous inviterai à hésiter à vous servir en quittant la salle, en étant tellement heureux de ce que vous aurez entendu aujourd'hui que je voudrais revenir aux dates suivantes. Un mot pour vous dire que je me sens aujourd'hui honoré de vous accueillir, Jean-Adrienne Yanacha. Vous êtes personnalité reconnue, à la fois dans votre domaine d'activité et plus largement au sein on va dire, de l'écosystème culturel, le ministère de la Culture. Et vous êtes en particulier une personnalité reconnue sur un angle très précis qui me parle énormément, qui est celui du dialogue entre les questions scientifiques et techniques d'une part et les questions dites culturelles, en tout cas les humanités d'autre part. Alors, je vais me permettre, en étant très bref et avant de vous laisser, bien entendu, la totalité de cet espace, de dire un mot de cette question du dialogue entre les sciences et les humanités et pourquoi c'est une question qui intéresse dès maintenant les médiathèques de nos lieux et qui va les intéresser de plus en plus en accord avec le maire président Nicole Delafosse. Je travaille dans les médiathèques depuis une quinzaine d'années à présent. Et dans le cadre de ce travail, j'étais très frappé par la lecture d'un texte très ancien que vous connaissez très certainement, que certains ne connaissent peut-être pas. C'est une conférence qui a été donnée en 1959, qui est intitulée « Les deux cultures ». Est-ce que vous connaissez deux cultures? Voilà. Et alors c'est un texte, on est dans le contexte de l'après-guerre, de l'après-Hiroshima aussi, avec un contraste très fort entre tout un mouvement technophile qui croit absolument dans les vertus du progrès technique qui va nous permettre d'avoir une société meilleure, et au contraire également un mouvement très technophobe qui voit dans la technologie l'instrument ou le signe de désastre imminent. Et c'est dans ce moment-là qu'émerge en France tout un mouvement militant de chercheurs, de scientifiques qui descendent dans la rue, qui créent des institutions nouvelles pour essayer de porter la connaissance scientifique. Et il y a en Angleterre cette conférence d'un physicien, je crois, qui dit, en somme, qu'il existe deux grandes cultures, il n'existerait une culture, les deux cultures dans l'histoire occidentale. D'un côté, les humanités, le latin, le grec, le théâtre baroque, l'histoire géo, etc. Et de l'autre, les sciences, auxquelles il rattache la technique. Et à l'époque, ce physicien s'émeut du fait que dans la société, il y a finalement, chez les élites, en tout cas à l'époque, les élites éduquées, on prend le terme de cette époque, il y a une ère de dominance des questions liées aux humanités au scientifique. Et 30 ans plus tard, on a un autre physicien français, Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui lit un ouvrage qui lui aussi a eu un certain écho dans notre français, et qui dit, à l'inverse, qui renverse un petit peu le perspective en disant que le vrai problème, c'est que les scientifiques eux-mêmes sont des incultes. Je remercie le propos, et que nous avons, dans le monde de la recherche, des chercheurs de plus en plus pointus, de plus en plus performants dans un segment de plus en plus étroit d'une discipline de recherche, et que, selon lui, il y a là un danger majeur pour notre temps. Et donc, quand ça sort d'un côté ou de l'autre, il y aurait, ou il y a, probablement, un manque de dialogue entre d'un côté la philo, la littérature, les arts, l'histoire, et de l'autre, la recherche, la production d'un savoir scientifique. Et il y a bien une institution dans la République française qui se doit d'être directement concernée par ce problème-là, ce sont les médiathèques. L'école, peut-être, aussi. Mais sinon, les médiathèques. Et c'est un combat que nous portons également à Montpellier à présent avec un groupe de collègues, et je salue la présence
Christophe Vigneron ici, qui est engagé sur cette question. C'est un combat que nous portons, d'essayer de faire en sorte que les médiathèques, qui de facto sont très majoritairement en France, et seulement en France, tournées du côté des humanités, puissent au contraire investir pleinement ce double espace pour ne pas faire honneur à deux cultures, mais rappeler qu'il n'y a qu'une seule culture. Et vous, M. Yanachia, vous êtes peut-être pas le seul, mais un des personnages qui n'est plus à même, je pense, de mettre en œuvre, mettre en acte cette pensée comprise à la fois à un savoir scientifique qui est aujourd'hui très largement ésotérique pour un très grand nombre des administrés, et en même temps nous puiser à une pensée également qui trouve ses racines dans une pensée critique, philosophique. Donc c'est aussi pour ça, excusez-moi d'avoir été un peu long, que je suis particulièrement honoré de vous accueillir ce jour, parce que ça inaugure pas seulement un cycle de rencontres, ça inaugure une nouvelle politique portée par le réseau de médiathèques, à partir de maintenant et de manière croissante, dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, n'hésitez pas, alors, excusez-moi. Bon. Merci aussi à la Cavale d'être là aujourd'hui comme à d'autres rendez-vous. Donc, la Cavale est aujourd'hui la meilleure librairie de Montpellier, hein, ça change selon les semaines. Et n'hésitez pas à, s'il vous plaît, vous tourner vers vous pour accueillir les ouvrages de Jean Gadriel. Merci beaucoup d'abord de votre invitation. L'introduction que vous avez faite, hein, qui m'honore beaucoup. Vous avez cité Jean-Marc Lévy-Leblond, hein, que je connais bien, hein, puisqu'il a été mon éditeur depuis très longtemps. Il m'a envoyé les livres publiés en 1989, hein, L'âme machine, et qui c'est aussi l'éditeur du dernier, qui est rouge ici. Et effectivement, cette question de la culture en général et du fait que d'un côté les sciences font partie de la culture et que d'un autre côté les scientifiques souvent sont un peu incultes, pas toujours, hein, mais en tout cas c'est une question ouverte, hein, qui je crois mérite réflexion. Et en tout cas je crois que ce qui est important, c'est que des institutions comme les vôtres puissent arriver à faire comprendre le savoir scientifique. Les 2 années que nous avons vécues, hein, celles de pandémie, ont bien montré, hein, les difficultés qu'il y a à communiquer entre le monde scientifique et le public plus large. Et je pense que vous auriez un rôle à jouer, mais peut-être que nous en reparlerons après. Alors j'ai été invité à vous parler de la singularité technologique. Et donc c'est ce que je vais faire en inauguration à ce cycle point de rupture. Et vous savez que justement la singularité est une rupture, hein, et c'est ce que on va faire, hein, parler de ça. Et vous voyez, singularité et point de rupture. Donc vous avez bien fait de m'inviter pour commencer. Bon, ça c'est sûr. Hein. Mais surtout pour parler de ça. D'ailleurs, oui, hein, j'ai commencé là-dessus. Alors vous avez une première singularité ici, hein, la singularité technologique, autour de la singularité technologique, a une majuscule, hein, ce qui est ici, hein, ce qui est une singularité en tant que telle, hein, puisque normalement, en français, en tout cas, hein, si on n'a pas un nom propre, hein, on ne doit pas mettre de majuscule. Hein, donc pourquoi une majuscule à singularité? Eh bien, la raison, hein, la singularité de la singularité, se fait que justement cette singularité est un moment unique, un moment particulier, hein, et c'est pour ça que c'est une sorte de nom propre, puisque c'est un moment de l'histoire, un point de rupture, justement, le seul. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi, et c'est ce que je vais faire pendant ces 3 quarts d'heure, c'est ça, hein, pour présenter mon exposé. Donc le premier point, c'est expliquer ce que c'est qu'une singularité. Parce que je ne sais pas si vous avez une formation mathématique. Qu'est-ce qu'une formation mathématique parmi vous, d'accord, hein, mais les gens qui n'ont pas une formation mathématique, en général, pensent que une singularité, hein, c'est une particularité, hein, c'est quelque chose qui est vraiment propre à une personne, hein, ce qui fait qu'elle est unique. Tandis qu'en mathématiques, une singularité n'est pas obligatoirement unique. Hein, et je vais essayer de rappeler, hein, ce dont il s'agit. Alors peut-être que, même si vous n'avez pas fait de mathématiques, vous vous souvenez
souvenez tous, quand vous étiez au lycée, d'avoir étudié cette fonction très simple, qui à x associe 1 sur x. Et au voisinage de 0, elle a un comportement un tout petit peu bizarre, puisque avant, elle est moins l'infini, et après, elle est plus l'infini. Et bien, on dit justement qu'il y a une singularité autour de 0, au voisinage de 0. Et vous voyez que c'est bien un point de rupture, on est d'accord. Donc c'est une singularité au sens mathématique. Alors ça fait l'objet de pas mal de travaux, pour différentes raisons que je vais essayer de vous exposer. Et en particulier en France, il y a eu un grand mathématicien, que certains d'entre vous peut-être ont lu, éventuellement ont connu, parce que bon, il est quand même mort il y a un certain temps, René Thom. Qu'est-ce qui, parmi ceux qui ont fait l'étude, vous n'avez pas entendu parler de René Thom? Donc il est à l'origine de la théorie des catastrophes, qui est une branche de la théorie mathématique des singularités. Alors, qu'est-ce que c'est? En plus, on est malheureusement dans un univers où pas mal de catastrophes se sont produites, et bon, on peut s'inquiéter d'autres catastrophes, mais peu importe. Ce qu'on appelle une catastrophe, c'est effectivement une singularité, une rupture. Quelque chose de particulier. Vous voyez, ici, vous avez une catastrophe. Ici, c'est ce qu'on appelle un point de rebroussement. C'est-à-dire que vous montez, et puis, hop, tout d'un coup, tout bascule. Justement, ce qu'a essayé de faire René Thom, c'est étudier ces phénomènes singulaires. Il y en a d'autres, il y a ce qu'on appelle l'acoustique. Ce sont ces courbes un tout petit peu particulières qui correspondent à des aberrations optiques qu'on voit lorsque on prend une loupe ou quelque chose comme ça. Ou alors, ici, vous avez une autre catastrophe, c'est dans l'espace, ça s'appelle une fronce, qui est aussi une catastrophe, ou ce qu'on appelle les queues d'aronde, etc. Alors, bien sûr, ce qu'a essayé de faire René Thom, c'est d'inventorier ces catastrophes, et puis ensuite de regarder si dans la nature, on pouvait trouver des phénomènes qui correspondent à ces catastrophes. Et donc, ça a été très, 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 très connu. C'est dans les années 70. C'est marrant que je pensais que plus de gens le connaissaient, parce qu'il a écrit des livres relativement grand public, pas très faciles à lire, mais assez grand public. Il était. Et donc, c'est une singularité, voilà. Et puis, il y a un deuxième domaine où ces singularités interviennent, où elles sont extrêmement importantes, c'est la physique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont une formation de physicien, mais quand on fait par exemple de la mécanique quantique, on utilise des fonctions qui présentent comme ça des singularités. Par exemple, ce qu'on appelle le pic de Dirac, c'est une fonction qui est nulle partout, puis tout d'un coup elle devient presque infinie, puis ensuite elle redevient nulle. Et l'aire de la fonction est égale à 1. Donc ça, c'est bon, c'est un tout petit peu. Alors ça sert énormément aux physiciens. Et puis, il y a autre chose qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle les trous noirs. Alors peut-être que vous avez entendu parler des trous noirs. Ce sont des vraies singularités, ce qu'on appelle des singularités gravitationnelles. C'est-à-dire qu'à un moment où la gravitation devient très forte, tellement forte, que les photons, qui pourtant sont réputés ne pas avoir de masse, sont quand même attirés. Et ils sont attirés au point qu'ils ne peuvent pas sortir de ce trou. Et on dit qu'il est noir parce que justement, les photons qui pourraient essayer de sortir, sont réabsorbés par le trou lui-même. Donc par définition, on ne peut pas les voir. C'est quelque chose de tout à fait particulier. Et alors, comment on sait qu'elles existent? D'abord, c'est parce que ça a été prédit par des travaux théoriques, en particulier ceux de la relativité générale, mais c'est aussi observable parce que les rayons qui viennent d'autres étoiles, au voisinage de trous noirs, sont un tout petit peu infléchis. Et on arrivait à faire des mesures comme ça et à mettre en évidence ces trous noirs. Donc là, ils ne sont pas vraiment complètement absorbés, mais un tout petit peu. Leur parcours est un peu plus long que ce qui aurait dû se faire. Et alors, ce qui se produit autour de ces trous noirs, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un horizon. Ça veut dire que les particules qui sont au voisinage des trous noirs, elles peuvent se promener, donc éventuellement, elles sont leur trajectoire est un tout petit peu modifiée par la présence du trou noir, parce que cette gravitation extrêmement forte les attire un tout petit peu, mais si elles vont très vite, elles ont juste une petite courbe. Et à un moment donné, ce qu'on appelle l'horizon, c'est le plan à partir duquel toutes les particules sont
irrémédiablement attirés vers le fond du trou noir. C'est assez vertigineux quand on y pense. Cette idée que dans la nature, il y a comme ça des objets qui sont des espèces d'aspirateurs extraordinaires, qui attirent tout à eux. C'est comme un maelstrom. Vous avez vu, vous avez certainement lu la fameuse nouvelle d'Edgar Poe sur le maelstrom. C'est exactement la même chose. Mais alors, ça, c'est une singularité au sens spatial. C'est-à-dire que c'est un endroit où il y a cette singularité. Donc si vous tenez très loin de la singularité, c'est pas très inquiétant, parce que vous n'allez pas du tout être absorbé. Mais il y a aussi des singularités encore plus inquiétantes, parce qu'elles nous concernent tous, ce sont des singularités temporelles. C'est que tout d'un coup, le temps, à un moment donné, se met à accélérer et à nous aspirer d'une telle façon que nous n'ayons plus aucune liberté. Eh bien, c'est un peu de ça dont on va parler tout de suite. Ce sont ces deux singularités temporelles. Alors, vous allez me dire, est-ce que ça peut exister? Alors, justement, on va discuter ce point-là, parce que c'est un tout petit peu étrange. Mais en tout cas, c'est ce que certains nous expliquent. Donc, vous voyez que là, c'est un sacré point de rupture. Et ça veut dire que si on ne fait pas attention... Alors, bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez lu la dernière version du rapport du GIEC. C'est pas tout à fait une singularité, mais on nous explique que c'est un point de rupture. Alors, pas aussi fort que celui dont on parle, parce qu'on a encore, du moins pendant quelques années, le choix. Mais si on ne fait pas attention, on pourrait effectivement être irrémédiablement attiré vers des futurs qui sont non désirables. Mais là, c'est au sens plus métaphysique. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je parle de ça? En plus, moi, je suis spécialiste d'intelligence artificielle. Quel est le rapport entre cette discipline technique et puis cette question un tout petit peu étrange? C'est ce que je vais essayer d'expliquer ici en vous présentant ce qu'on appelle la singularité technologique. Et puis, ensuite, on verra quelles sont les conséquences que ça peut avoir. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité technologique? Donc, c'est d'abord une singularité, un point de rupture, mais qui est produit par la technologie. Donc, vous voyez, c'est pas un phénomène physique, c'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène qui est la conséquence du développement humain. Ceci étant, pour les tenants de la singularité technologique, c'est comme si c'était un phénomène naturel, parce qu'eux nous expliquent que de toute façon, c'est une loi à laquelle on n'échappe pas, qui ne vient pas de nous. Alors, ça repose sur une observation qui a été faite dans les années 50, 60, selon laquelle les puissances de calcul des machines augmentaient elle doublait, voilà, tous les 2 ans. 2 ans, ça a doublé tous les 2 ans. Alors c'est très rapide et ça s'était véritablement observé. Alors ça tient à quoi? Ça tient au fait que lorsqu'on a commencé à faire des processeurs, on mettait des composants électroniques. Or, ces composants électroniques, on arrivait à diminuer leur taille de façon assez régulière. Et si vous diminuez par 2 la taille des processeurs, vous allez mettre 4 fois plus de processeurs. Et comme vous mettez 4 fois plus de processeurs, non seulement vous allez multiplier par 4 la taille mémoire, mais en plus de ça, comme les distances entre les processeurs sont plus petites, vous allez avoir quelque chose qui est beaucoup plus rapide. Eh bien, ce phénomène s'observe depuis 1959. Donc c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Alors la question, bien sûr, c'est est-ce qu'il va, et on reviendra là-dessus après, est-ce qu'il va s'observer indéfiniment? Mais un certain nombre de mathématiciens qui s'intéressaient, entre autres, à la science-fiction, ont imaginé que ça se poursuive indéfiniment. Alors ça a été le cas en particulier d'un mathématicien qui s'appelait Fred Lam, et puis ensuite d'un autre mathématicien, John von Neumann, ici, que je ne sais pas si vous en avez entendu parler, John von Neumann. Il est extrêmement important parce qu'il est à l'origine du premier ordinateur électronique. Le schéma de von Neumann est vraiment central. Et il a eu cette intuition, il a constaté effectivement cette progression de façon systématique, régulière, de la puissance de calcul et de stockage d'informations des ordinateurs. Et à partir de ça, ils se sont dit, mais peut-être que les machines vont devenir ultra intelligentes.
tellement intelligentes qu'elles vont nous dépasser. Et ça a fait l'objet, bien sûr, de tout un tas de nouvelles, de romans, de science-fiction. Et en particulier, un écrivain qui s'appelle Vernor Vinge, mais il y en a beaucoup d'autres, ont beaucoup écrit sur cette singularité. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont dit? C'est une singularité au sens, tout d'un coup, les machines vont être plus puissantes que nous, et donc elles vont l'emporter sur nous. Donc ici, je rappelle cette notion de, disons, l'aspect de science-fiction. En 93, par exemple, Vernor Vinge disait, dans 30 ans, les ordinateurs seront plus intelligents que les humains. Donc si on rajoute, vous voyez, 30 ans, ça voudrait dire que l'an prochain, les ordinateurs seraient plus... Bon, il s'est un tout petit peu trompé. Alors, on peut se dire c'est de la science-fiction, c'est pas grave, c'est comme 2001, l'Odyssée de l'espace. En 2001, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait pas de vaisseau comme cela, c'est pas très grave, c'est de la science-fiction. 1984, par exemple, on est arrivé en 1984, bon, on n'a pas vu, après on nous dit, ah ouais, mais ça va, demain c'est 1984, peu importe, mais en tout cas, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Mais ce qui est étonnant, c'est que ces prophéties, qui relèvent de la fiction, ont été reprises par des ingénieurs. Et en particulier par un ingénieur qui s'appelle Ray Kurzweil, qui est le fils du musicien, du grand Kurzweil, et qui, alors, si vous cherchez sur Internet, vous vous rendez compte qu'il a très tôt fait parler de lui, parce que je crois que dans les années 60, il a construit un ordinateur, il était tout jeune, dont il disait qu'il écrivait des partitions, et il jouait du piano, il avait 18 ans, et on voit une bande sur laquelle il est magnifique, il a dit qu'il avait écrit sa partition. Puis ensuite, il s'est intéressé à ce qu'on appelle la reconnaissance optique de caractère. Peut-être certains d'entre vous l'utilisent dans les bibliothèques en particulier, parce que ça permet de prendre une photographie d'une page imprimée et de la transcrire de façon automatique. Et il a réalisé une machine qui a fait ça. Alors, est-ce que c'était le premier? Pas tout à fait, parce que quand on discute avec des collègues en France, ils se moquent un peu parce qu'ils en ont fait d'autres. C'est un problème tout à fait classique. Mais enfin, il a... et puis, sur le tard, parce qu'il n'était pas tout jeune, il a été embauché par par la société Google, dont vous avez certainement dû entendre parler, comme directeur scientifique de Google. Vous dites, c'est sérieux quand même ça. Et qu'est-ce qu'il explique? Il explique que nous allons avoir une singularité au sens où Vernor Vinge l'expose ici. Donc c'est une singularité au sens mathématique, au sens de la théorie des catastrophes que j'ai exposée tout à l'heure, sauf que cette singularité, selon lui, va être créée par le développement de la technologie. Exactement ce que dit Vernor Vinge. Alors pour résumer ça, j'ai pris ce graphique que j'ai emprunté un des livres de Ray Kurzweil. Donc vous voyez, en ordonnée ici, vous avez le niveau intellectuel, la puissance de calcul. Il assimile les deux d'ailleurs, ça fera l'objet certainement d'une petite réflexion tout à l'heure. Et en bas, vous avez le temps. Alors il dit, bon, d'abord, vous voyez, première chose, vous remarquez que donc la courbe verte, c'est l'intelligence humaine. Et vous voyez qu'il est quand même très optimiste. Parce que, d'abord, elle est en verte, c'est la couleur de l'espérance, mais il suppose qu'elle augmente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça n'est pas l'objet de cet exposé. Je ne dirai rien sur aujourd'hui, mais quand même, depuis la Grèce, depuis tous ces grands penseurs, est-ce qu'on est plus intelligent que les Télé-Grecs? C'est une question ouverte, voilà. Donc lui, il pense quand même qu'on est plus intelligent. Moi, je pense que c'est parce que c'est un Américain, il est optimiste. Mais, et vous voyez, il y a quelque chose qui se produit à partir de 1950. Vous savez que le premier ordinateur électronique est réalisé en 1946. Et à partir de ça, la puissance de calcul de ces ordinateurs augmente de façon exponentielle. J'ai dit tout à l'heure, elle doublait à intervalles réguliers. Ce doublement, ça dessine une courbe particulière. Et il nous explique tout le temps, Ray Kurzweil, que la propriété de l'exponentielle, c'est au départ d'être assez lent et ensuite d'être vertigineux. Et donc, vous voyez, il y a un moment donné où, si on compare la puissance de calcul des ordinateurs et l'intelligence humaine, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un point de croisement. Et ce point de croisement, c'est un point un peu particulier parce que c'est le moment où les machines vont être plus intelligentes que nous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ça nous donne un peu froid dans le dos parce que soit les machines
vont prendre le dessus sur nous, et donc l'humanité sera réduite à l'état d'esclavage, soit éventuellement nous allons essayer de nous hybrider aux machines et devenir plus intelligents ou mieux. Et ben c'est cette question, voilà, qui va se poser. Vous voyez, il dit à partir de ce point ici, et ben on va avoir quelque chose. C'est plus l'humanité, c'est la transhumanité ou la post-humanité. D'ailleurs, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Et c'est un peu de cela dont je vais parler ici. Et donc, pour revenir au titre du cycle que j'inaugure, c'est vraiment un point de rupture de ce point de vue-là. Vous êtes bien d'accord. Alors, il reprend, ça a été repris par beaucoup d'autres. Par exemple, ici, vous voyez, c'est un philosophe qui s'appelle Nick Bostrom, qui dirige le Future of Humanity Institute, donc vous voyez, à l'université d'Oxford, quand même, qui est une université très vénérable, et qui nous explique lui aussi que on va avoir, alors peut-être pas une exponentielle, mais en tout cas, une transition de phase qui va nous faire passer d'un moment où vous avez des machines qui sont inférieures à l'intelligence humaine, et puis à un moment donné, vous voyez, vous avez des machines qui deviennent, dont le niveau intellectuel est plus puissant que l'intelligence humaine. Et à un moment donné, non seulement c'est plus puissant qu'un individu, mais la machine va être plus intelligente, c'est ce qu'il appelle la super-intelligence, que l'humanité entière. Et donc là, vous allez avoir un phénomène extrêmement curieux qui va se produire. Alors, je ne rentre pas, bien sûr, dans le détail de ce qui va advenir. Vous n'avez qu'à lire les ouvrages de Nick Bostrom pour le savoir. Mais l'une des hypothèses, c'est que nous pourrions éventuellement profiter de cet accroissement des capacités des machines pour accroître notre propre intelligence. Il y a plusieurs façons de procéder. Un homme d'affaires dont vous avez peut-être entendu parler, Elon Musk, pense qu'on peut se greffer des dispositifs électroniques et augmenter nos capacités de mémorisation. Et un autre, donc Ray Kurzweil, lui, pense qu'on va être capable de télécharger notre conscience sur les machines. C'est ce qu'il appelle le mind uploading. Et si on fait ça, c'est fort bien parce qu'on peut jeter notre corps, qui est périssable, et continuer à exister sur les ordinateurs. Donc alors là encore, c'est une sacrée rupture, bien sûr. C'est une rupture de société. Et c'est un tout petit peu de ça dont je voudrais vous parler. Alors, il y a quelques années, un milliardaire russe, s'inspirant justement des théories de Ray Kurzweil, et ayant prédit que la singularité technologique, et ça c'est facile à prévoir, on regarde le doublement de la puissance de calcul des ordinateurs et on compare avec la fréquence de calcul de notre cerveau. Et donc il est un peu moins optimiste que Werner Winch, qui n'avait pas autant de connaissances de la réalité, même si c'était un mathématicien, Werner Winch, enfin c'était il y a longtemps, Werner Winch pensait que c'était 93, lui pense que c'est 2045. Et pour Ray Kurzweil, c'est important parce qu'il est lui-même né en 1948, et il pense qu'il peut peut-être vivre jusqu'en 2045. Alors, comme c'est pas certain, parce que quand même, donc il a monté une société, parce que c'est un Américain, il a le sens des affaires, qui s'appelle Ray and Terry When Science Meets Nutrition. Vous pouvez y aller sur Internet, et vous pouvez acheter des pilules avec des légumes de toutes sortes, du brocoli, des poireaux, qui en principe devraient, des carottes, qui devraient assurer votre longévité. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas très cher. Voilà. Donc ce milliardaire russe s'est dit que si on télécharge sa conscience, à un moment donné, il faut se réincarner. Parce que sinon, on va être des êtres virtuels, quoi. Et donc il a réalisé des robots. Et vous pouvez commencer déjà à concevoir cet avatar que vous aurez dans le monde futur.
Hein, vous allez me dire 2045, c'est dans longtemps, mais enfin, d'abord, c'est pas si longtemps que ça. Et puis, c'est quand même important parce que c'est presque pour l'éternité. Donc, moi, je vous engage à y aller. Et là encore, hein, les prix sont relativement, enfin, ils sont pas si modiques que ça, mais c'est un enjeu important. Alors, il y a tout de même des hommes qui s'inquiètent de cela. Hein, donc, vous reconnaissez peut-être ces figures. Alors bon, celle-là, vous la connaissez peut-être pas, mais c'est un scientifique bien connu dans notre domaine qui s'appelle Stuart Russell et qui est, entre autres, à l'origine d'un traité d'intelligence artificielle qui s'appelle Artificial Intelligence, a Modern Approach. Mais les autres, hein, vous devez les connaître. Alors lui, c'est un prix Nobel de physique, Franz Wilczek, hein, qui est assez connu, qui s'inquiète tous. Hein. Et puis là, vous reconnaissez, c'est Bill Gates, bien sûr. Hein, ça, hein, et là, c'est Elon Musk. Hein, et tous hein, nourrissent de très, très, très grandes inquiétudes. Hein, ils nous disent, voilà, hein, si l'impact à court terme de l'intelligence artificielle dépend de ceux qui la maîtrisent, hein, en revanche, hein, l'impact à long terme dépend de l'endroit, enfin de quelque chose qui est incontrôlable. Hein. Et alors, c'est dans ce contexte-là, hein, bien sûr, que, de façon très généreuse, par exemple, Elon Musk veut nous mettre des implants dans le cerveau. Parce qu'il se dit qu'il va nous aider à rivaliser avec l'intelligence des machines. Et effectivement, hein, avec ça, vous pourrez tout apprendre en juste pluguant le bon module. Vous n'aurez plus besoin hein, de passer des années à l'école hein, à potasser vos verbes irréguliers anglais, vos déclinaisons, vos mathématiques. Vous aurez tout. Et alors, il va même plus loin, Elon Musk, il propose de connecter directement tous les cerveaux entre eux. Et comme ça, donc, nous formerions une ruche. C'est-à-dire le mot de passe qu'il a sur son site, hein, c'est Hive Mind, hein, l'esprit de la ruche. Hein, donc c'est ça le futur que l'on nous promet. Moi, ce qui m'a étonné hein, ces dernières années, j'ai pas mal travaillé dans les comités d'éthique, hein, c'est ce que j'expose entre autres hein, dans le livre qui est là, et il y a énormément d'institutions hein, qui émettent des recommandations pour que l'intelligence artificielle soit plus amicale, plus adaptée à l'homme, etc. Et vous avez un nombre de recommandations absolument incroyables, hein, des cinquantaines, des soixantaines, des centaines de recommandations. Et en même temps, personne n'a condamné le projet d'Elon Musk, qui, moi, je trouve, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi, ça m'effraie un tout petit peu, hein, parce que quand même, c'est une intrusion dans votre intimité. Vous voyez, on défend la vie privée, mais le fait qu'on attaque l'intimité de cette façon-là, ça n'a pas l'air de gêner nos collègues outre-Atlantique en particulier. Hein, mais bon, c'est Elon Musk hein, aussi, et on lui permet beaucoup de choses parce qu'il réussit tout. Donc, et en plus, c'est pour notre bien. Hein, alors, je vais maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était la singularité, se demander, hein, je vous propose de nous demander qu'est-ce qui pourrait se passer après la singularité. Alors, là, enfin, justement, moi, ces questions m'ont pas mal préoccupé. J'ai écrit entre autres un livre sur la singularité. Je reviendrai sur ce livre après. Mais j'ai aussi écrit un petit roman. Alors, je l'ai écrit sous un nom de plume, Gabriel Naège, où je me suis dit, mais qu'est-ce que ce serait la vie après cette singularité ? Qu'est-ce que comment la société se transformerait ? Et là, j'ai imaginé l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Raphaël, dont la mère, sentant sa fin prochaine, se fait télécharger. Plus exactement, hein, cette mère c'est une adepte hein, des théories de Ray Kurzweil. Hein, ça se passe hein, en 2048. Ray Kurzweil vient de fêter son 100e anniversaire et donc lui vit toujours grâce à ses produits. Et elle, c'est une des premières à se faire télécharger. Donc c'est intéressant de se demander qu'est-ce que c'est que cette autobiographie de ce jeune homme ? Comment est-ce qu'il perçoit ça ? Parce que la difficulté, c'est cette transition, c'est qu'on passe d'un monde où il y a des vivants, comme nous le sommes, à un monde où il y a des vivants qui coexistent avec d'autres qui sont à la fois vivants, enfin qui existent, mais qui existent non biologiquement.
Et donc on suppose qu'elle est devenue. Et alors que, comme je dis, comble donc de malheur pour ce jeune homme, sa vraie mère procède à ce que j'appelle une métempsychose numérique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la métempsychose. Alors je rappelle, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était la métempsychose. La métempsychose, c'est le passage de l'âme d'un corps dans un autre. Et métempsychose numérique, c'est le fait que vous le faites par le numérique. Alors bien sûr, vous réincarnez en principe dans un corps plutôt dans un robot, quoi. Vous pourriez essayer de le faire un peu comme Frankenstein, de vous réincarner dans un autre corps. Mais ça, bon, on l'a pas tenté pour l'instant. C'est vrai que ça pourrait être tout à fait intéressant. Donc il le fait. Et alors, ce qui trouble beaucoup ce jeune homme, c'est que, bien sûr, sa mère a décidé de choisir le corps le plus beau, quoi. Et je veux dire, on est en 2048 et on a réalisé des robots sexuels magnifiques avec une peau superbe. On appelle ça des PPP. Donc pas les PP dans les années 50, c'était une jolie fille. Je dis, parce que je sais pas si vous le savez tous, mais la PPP, c'est les pulpeuses à peau de pêche. Et alors, c'est pas l'idée qui se faisait de sa mère. Et donc, c'est bien sûr cet écart qu'il y a entre sa représentation des choses et la réalité qui est quand même un tout petit peu troublante. Et alors, en plus, il faut dire que c'est une mère un tout petit peu possessive. Et elle, grâce au fait qu'elle est totalement numérisée, non seulement elle est présente dans son corps de robot, mais elle est présente sur les réseaux sociaux. Et là, elle intervient tout le temps. Alors, je vais quand même raconter un petit peu ce qui peut se passer dans ce cas-là, parce que vous voyez que c'est pas simple, cette rupture, justement. Alors, ça se passe dans une église qui est à Granville. C'est une ville que je connais bien, sur la Manche, vous voyez, en face du Mont Saint-Michel, en face de Saint-Malo. Et elle a été rachetée et transformée en clinique. Elle a été rachetée par l'Église de la Voie du Futur. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Église de la Voie du Futur? Peut-être vous ne le savez pas. C'est un employé de la société Uber qui, ensuite, a monté une autre société qui gagnait de l'argent, et une start-up, quoi. Et puis, ensuite, il a vendu sa start-up, et avec les bénéfices qu'il a réalisés, il a décidé de réaliser une église. C'est sa première église, dit-il, un peu comme la première start-up. Il compte en réaliser d'autres, bien sûr, après. Et donc, c'est cette première église qui a acheté, la première église au sens virtuel, la spiritualité. Alors, qu'est-ce que dit l'église de la Voie du Futur? Grâce à l'intelligence artificielle, on va assurer un devenir à l'homme, justement, au-delà de la mort de son corps physique. Donc on est tout à fait dans une idée religieuse, c'est une forme d'éternité. Il ne promeut pas l'éternité, mais en tout cas il promeut une vie très longue. Donc cette église est transformée en clinique où on opère cette transmutation, cette métempsychose. Et je vais essayer de vous décrire ici les différentes phases, parce que vous allez voir qu'elles sont quand même, si on y réfléchit, assez douloureuses. Alors la première phase, c'est l'excorporation. C'est-à-dire que la mère est là, elle est encore vivante, et on va éliminer, c'est-à-dire qu'on va faire passer sa conscience du corps dans un ordinateur électronique. C'est-à-dire qu'elle devient totalement numérique. Et ensuite, elle se retrouve pendant un certain temps dans une nuit absolument terrifiante, puisqu'elle n'a plus aucun contact avec quoi que ce soit. Et ça, c'est le début. Tout a disparu, le monde a disparu, la nuit a disparu, plus rien. Plus de nuit, plus de jour, noir absolu, c'est l'autre nuit, une nuit totale, terrible, sans étoiles, sans lueur, sans parole. Et c'est bien sûr cette première effroi. Imaginez ce qui vous arrivera ce jour-là, quand vous procéderez à votre métempsychose numérique. Je ne veux pas vous effrayer, mais c'est le premier point de rupture. Donc c'est la première phase. Et puis la deuxième phase, donc c'est le temps propre, c'est que ensuite, elle va avoir un temps propre qui est lié à la pulsation, à la fréquence des processeurs sur lesquels son âme, sa conscience, est intégrée. Le problème, c'est que ce temps propre est très très rapide.
et qu'il est beaucoup plus rapide que le reste du monde. Alors là, j'ai fait un petit calcul, parce qu'elle commence à écrire des courriers électroniques à son fils, et lui, il répond relativement rapidement, en 5 minutes. Mais ces 5 minutes pour lui, ça représente, alors là on peut faire le calcul, vous voyez, en 2029, si on utilise la théorie, vous voyez, le pétahertz, vous voyez, c'est 10 puissance 15 Hertz, c'est-à-dire 1 million de milliards de battements par seconde. Et alors, si on considère qu'un éclat de conscience, c'est quelques millisecondes, vous faites la division et vous voyez que le temps propre de sa mère n'est plus du tout le temps propre du jeune homme. Et donc les 5 minutes, elle le perçoit. Bon, elle exagère un tout petit peu. Si je fais le calcul, c'est pas aussi fort que ça. Mais elle dit que ça fait 3 milliards d'années pleines à attendre. Bon, en fait, ça fait que 3000. Mais ça fait quand même beaucoup, 3000 ans. Ça vous fait rire, mais c'est quand même, il faut prendre ça en considération. Qu'est-ce qui se produirait dans ce cas-là? Et puis, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va la rabouter à des capteurs pour qu'elle puisse percevoir le monde extérieur. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des yeux et des oreilles. Et ça, au début, c'est quelque chose de très difficile parce que ça intervient de façon extrêmement brutale. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle intègre tout cela. Et là encore, c'est une douleur assez infinie. Elle dit, elle n'a pas de paupières, en plus elle peut pas fermer. Les capteurs arrivent, hop, toutes les impressions sensibles se précipitent dans sa conscience sans qu'elle soit capable de les maîtriser. Et elle dit, il y a des trous, des débrayages. Enfin bon, c'est quelque chose d'absolument effrayant. Donc, on l'excorpore, vous avez vu que c'est quelque chose de terrible, on la raboute à des capteurs, et la première phase. Et puis ensuite, on la réincarne dans un corps d'emprunt. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a choisi, c'est elle qui l'a choisi, alors son fils, il veut pas trop en entendre parler, parce que, enfin, avant, elle lui dit, tiens, tu veux pas voir, mais je veux dire, c'est un peu indécent, enfin, vous voyez, donc, il veut pas regarder, et ensuite, il a rendez-vous avec elle dans la clinique, dans le bar de la clinique, et il la trouve pas. Et en fait, c'est elle, mais elle est dans ce corps qu'elle a choisi, qui est un robot sexuel. Et là, bon, c'est un tout petit peu étonnant pour lui. Et alors, bon, je raconte pas toute l'histoire, mais ce qui est terrible, j'ai dit, c'est qu'elle était possessive de son vivant, et j'allais dire après, c'est pas sa mort, après ça. Métampsychose, elle est encore plus possessive. Mais elle a des armes dont elle ne disposait pas auparavant. Et en particulier, elle est capable d'abord, elle ne dort plus. Vous voyez, elle est dans l'appartement, on n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin de manger non plus. Elle est tout entière là pour s'occuper de lui. Donc, bien sûr, elle trouve qu'il n'y a aucune raison qu'il se plaigne, mais pour lui, c'est quand même... Enfin, vous imaginez le cauchemar de ce jeune homme, c'est quand même terrifiant. Et surtout, elle hante les réseaux, et donc elle fait tout un tas de choses dont il ne se rend pas compte, puisqu'en plus elle ne dort pas, et qu'en plus son front propre est très rapide. Et alors, elle modifie même ses perceptions, et vous voyez, c'est un peu le projet de Mark Zuckerberg, de nous permettre de rajouter des perceptions sur nos champs de vision. Et c'est exactement ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle modifie ses propres perceptions à lui. Et alors, elle est encore plus intrusive que ça. Elle modifie les perceptions de sa petite amie. Et alors bon, ce qui pose tout un tas de problèmes. Mais bon, enfin, si ça vous amuse, vous le lirez. Et maintenant, je voudrais terminer avec 2 choses. Est-ce que c'est vraisemblable? Alors, oui, parce que j'ai écrit un livre, mais je l'ai écrit justement pas en tant que scientifique, en tant que Gabriel Neige. Mais est-ce que du point de vue scientifique, c'est quelque chose qui est plausible? Eh bien, ce que j'ai essayé de démontrer, et ça a été un peu l'objet, même pas un peu, totalement l'objet du mythe de la singularité, c'est que ça ne repose sur rien. C'est-à-dire, du point de vue scientifique, on n'a aucun élément aujourd'hui pour laisser entendre que la singularité va se réaliser. Alors, je l'ai fait, ce livre, il y a 5 ans,
6 ans, 2017, pardon. Donc ça fait 5 ans. Et je l'ai écrit, pourquoi? Parce que, donc moi je suis spécialiste d'intelligence artificielle. Et j'avais été marqué parce que j'entendais un certain nombre de personnes qui me parlaient de la singularité technologique, et ils m'expliquaient que des personnalités extrêmement reconnues, comme Elon Musk, comme Ray Kurzweil, comme Bill Gates et comme d'autres, semblaient s'inquiéter. Et là, j'ai lu bien sûr ce qu'ils ont écrit, et je me suis rendu compte que les arguments qu'ils avançaient pour justifier cette théorie de la singularité n'étaient pas crédibles. C'est ce que je démontre dans ce livre. Alors très rapidement, je vais vous expliquer quels sont ces arguments. Après, je ne donne pas tout l'appareil conceptuel qu'il faut déployer pour expliquer ça, mais je crois que c'est important de bien le comprendre. Alors, première chose, il nous explique que l'accélération exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs, ce qu'on appelle la loi de Moore, que ça va se poursuivre indéfiniment. Or, il y a toutes les chances que ce ne soit pas le cas. Alors pourquoi ce n'est pas le cas? Je vous ai dit que l'augmentation de la puissance des machines, de leur capacité de stockage, était liée à la miniaturisation des processeurs. Or, vous imaginez bien que si on miniature, à un moment donné, on va être effet. Alors aujourd'hui, les processeurs sont réalisés sur des dispositifs avec du silicium. C'est un cristal de silicium. Mais si on miniaturise les processeurs trop fort, à ce moment, on arrivera sous la maille du cristal. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les propriétés ne pourront plus, électriques, les propriétés de conductivité, ne pourront plus être réalisées. Donc, on peut dire, effectivement, il va y avoir un terme à la miniaturisation. Et quand on discute avec ces chercheurs, ils disent oui, mais selon eux, et alors c'est ça qui est très étonnant, ils expliquent que cette loi exponentielle, c'est une loi essentielle. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une loi d'observation. Ils disent c'est exponentiel, et si le silicium n'est pas capable de supporter de tels processeurs, il y aura ce qu'on appelle un nouveau paradigme, c'est-à-dire un nouveau principe sur lequel reposeront les processeurs. Et en particulier, il nous parle du calcul quantique. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Vous savez, justement, la théorie qui a été introduite par Thomas Kuhn dans les années 50, selon laquelle la communauté scientifique passait d'un paradigme à un autre, cette théorie, justement, elle nous explique bien que les paradigmes, ça advient d'une façon qui n'est pas anticipable. Et bien sûr, on n'est pas certain que le calcul quantique va advenir, et on n'est pas certain en plus que ce que l'on va faire avec les processeurs quantiques sera identique avec ce qu'on fait avec les processeurs actuels. Donc première chose, il y a tout lieu de penser que la loi de Moore ne va pas se poursuivre. D'ailleurs aujourd'hui, on arrive déjà à un tassement de la loi de Moore. C'est ce qu'on appelle le mur du silicium, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus arriver à diminuer la taille. Alors qui plus est, c'est une loi d'observation, c'est-à-dire qu'au début, on nous dit c'est exponentiel, mais si vous regardez une transition de phase, une sigmoïde, qui fait un S, au début, ça correspond à une exponentielle, mais ensuite, il y a un plateau. Et on arrive déjà à un plateau. Alors, c'est masqué par le fait qu'on met beaucoup de processeurs en parallèle, mais on a toujours, aujourd'hui, une diminution, c'est-à-dire qu'en tout cas, la puissance de calcul n'augmente plus de façon aussi vertigineuse que ça se faisait auparavant, sauf, effectivement, quand on met tout un tas de processeurs en parallèle, ce qui se fait d'ailleurs, petite parenthèse, avec un coût énergétique énorme, et donc avec des effets collatéraux sur le réchauffement climatique qui ne sont pas du tout négligeables. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Donc, première chose, donc, effectivement, la loi de Moore, il n'est pas certain qu'elle se poursuive indéfiniment. Deuxième chose, ici, la fréquence de calcul, c'est pas la même chose que la conscience. Parce qu'on vous explique que les machines vont devenir plus intelligentes. Mais l'intelligence, c'est pas une fréquence de calcul. Alors, je n'ai pas voulu, parce que je voulais me centrer sur cette question de singularité technologique, dire ce qu'est l'intelligence. Mais on ne sait pas très bien ce que c'est. Et la raison pour laquelle moi j'ai fait de l'intelligence artificielle, c'est justement parce que je trouvais que c'était très mystérieux. L'intelligence artificielle nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'intelligence, parce qu'elle permet de simuler un certain nombre de fonctions cognitives. Mais c'est pas parce que
on va développer tout un tas de techniques qui permettent de faire des simulations, de confronter ces simulations à nos capacités, et ensuite d'utiliser ces simulations dans les technologies, qu'on fait des machines vraiment intelligentes. Alors, un de mes anciens élèves, qui ensuite a été aux États-Unis, qui est assez connu maintenant, qui s'appelle Luc Julia, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est l'une des personnes qui a réalisé le système Siri. Et justement, il a écrit un livre qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas ». Mais ce qu'il veut dire, bien sûr, c'est pas que la discipline n'existe pas. Il dit c'est qu'effectivement, les machines ne sont pas intelligentes. Et c'est bien tout à fait évident. On peut projeter une intelligence sur les machines, mais en tant que telles, elles ne sont pas intelligentes. Donc ça, c'est deuxième chose. Effectivement, il n'y a rien qui laisse entendre que les machines vont avoir une conscience, qu'elles vont avoir des intentions propres, qu'elles vont avoir une volonté. Et puis, il y a un deuxième argument que certains emploient. Ils disent, d'accord, même si les machines n'ont pas de conscience, et c'est l'argument de quelqu'un qui s'appelle Noam Yuval Hariri, il dit, les machines vont être tellement puissantes qu'elles vont réaliser certaines tâches mieux que les hommes. Et donc, à ce moment-là, qu'on va leur confier un certain nombre de responsabilités et qu'on va être dépossédé par les machines. Et son argument, c'est qu'elles vont apprendre et qu'elles vont être de toute façon nettement meilleures que nous. Alors ça, c'est un argument, bien sûr, qui mérite d'être analysé, et c'est ce que je fais, entre autres, dans le livre. Alors, je vais vous expliquer quel est le problème. C'est que l'apprentissage des machines, c'est ce qu'on appelle un apprentissage supervisé. Ça veut dire que vous prenez des exemples et vous étiquetez ces exemples. Ce sont des hommes qui étiquettent ces exemples. Alors ça peut être des hommes qui ont une compétence particulière. Par exemple, en médecine, on a des systèmes qui regardent des grains de beauté, et puis il y a des médecins qui disent, voilà, c'est un grain de beauté bénin, au contraire, c'est un grain de beauté malin, et ensuite on entraîne, et on va avoir une machine qui extrait l'essence du grain de beauté à partir de cette connaissance humaine, et qui peut reconnaître la pathogénicité d'un grain de beauté mieux qu'un médecin. Mais en même temps, c'est de la connaissance médicale. Alors moi, j'ai pris, dans le dernier livre que j'ai écrit, parce que ça correspond à des inquiétudes qui existent très souvent sur le travail. On nous dit, les machines vont travailler à notre place. Mais en fait, elles ne travaillent pas vraiment. Alors, ça peut poser des problèmes, mais c'est pas les machines qui travaillent. Les machines extraient des connaissances à partir du travail humain. Et je prends, pour ça, une image qui vient d'un chimiste dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Justus von Liebig. Le bouillon Liebig, vous voyez ce que c'est ? Justus von Liebig était un chimiste au XVIIIe siècle qui s'est rendu compte qu'il y avait des troupeaux de bœufs en Argentine et qu'on pourrait essayer de nourrir les Européens avec ce bœuf. Mais que, bien sûr, il fallait le transporter, ce qui était difficile à l'époque. Et donc, il s'est dit, on va extraire la substance nutritive de ces bœufs et ensuite, on va l'amener en Europe. Et c'est ce qu'il a fait, c'était son objectif. Aujourd'hui, on sait bien sûr que ce bouillon n'extrait pas, c'est pas mauvais, mais ça ne suffit pas. Et ben, on fait un peu la même chose avec le travail. On extrait ce qui est essentiel dans le travail. Donc j'ai parlé des grains de beauté, mais on le fait. Alors ça peut être, là, c'est des médecins qu'on fait travailler. En général, ils travaillent gratuitement, mais c'est pas un problème. Sinon, on prend pour des tâches élémentaires, par exemple reconnaître des caractères. Et ben on prend des personnes dans des pays où c'est vraiment pas cher, où il n'y a pas du tout de loi sociale. Ouais, ça a un nom, il y a une technique qui permet de faire ça, c'est AMT, peut-être vous en avez entendu parler, Amazon Mechanical Turk, le Turc mécanique d'Amazon, ça se réfère entre autres à la fameuse machine qui joue aux échecs. Donc ce Turc mécanique, effectivement, permet d'extraire, comme le faisait Justus von Liebig, l'essence du travail humain sur des tâches élémentaires, et ensuite de les mettre dans des machines et de les distribuer. Donc vous voyez, c'est toujours du travail humain, donc c'est pas les machines qui prennent leur autonomie. Vous voyez, et ce que dit Harari, il dit que on va avoir des machines qui vont extraire des connaissances et qui vont être meilleures que nous. Non, en fait, ce sont les connaissances humaines qui sont extraites par les machines, qui sont ensuite utilisées. C'est une nouvelle forme d'exploitation, je crois, dont il faut avoir conscience, mais ça ne veut pas dire que les machines prennent le pouvoir. Et alors, il y a un autre argument qui est important, c'est que quand on regarde l'histoire des sciences, ou quand on regarde d'ailleurs même la progression des connaissances d'un individu, c'est pas une histoire linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des changements de paradigme.
Dans l'épistémologie, on sait qu'il y a des... j'ai parlé tout à l'heure de Thomas Kuhn, ou des ruptures épistémologiques. Et bien sûr, les machines sont capables d'apprendre dans un cadre conceptuel donné, mais elles ne sont pas à même de changer d'elles-mêmes les concepts. Donc vous voyez que tout ça, ça montre bien que ces théories selon lesquelles les machines vont prendre leur autonomie et devenir plus puissantes que nous sont tout à fait discutables. Et puis dernier point, j'ai dit les pompiers pyromanes, ce qui est bizarre, c'est quand même, vous avez remarqué que les personnes que j'ai mentionnées ici, qui nous expliquent que la machine est dangereuse, ce sont en même temps ceux qui sont dans des sociétés qui fabriquent ces machines. Par exemple, Ray Kurzweil, il est envoyé chez Google. Elon Musk, il fait du numérique. Bill Gates. Alors là, on peut s'inquiéter. C'est ce qu'on appelle les pompiers pyromanes. On se dit, pourquoi ils font ça? Moi, je prends toujours une image. Je dis, c'est comme si un marchand de cigarettes vous explique que le tabac est dangereux. Alors bon, on sait que le tabac est dangereux, certes, mais on se dit, mais pourquoi c'est le marchand de cigarettes qui nous dit? Eh bien, là, le problème, c'est qu'il nous dit, et on peut se demander pourquoi. Et ça va être la dernière partie, ici. Quelles sont les motivations détenantes de cette singularité technologique, dont j'ai expliqué qu'elle ne tenait pas. Alors moi, j'ai une théorie, c'est ce que je développe dans les différents ouvrages, c'est qu'en réalité, ces grandes entreprises, ce qu'on appelle les GAFAM ou les GAFAMI, ça peut être des Chinois, etc., ce qu'ils ont comme ambition, au-delà de leur réussite économique, c'est de se substituer aux États. Et donc, ils veulent assumer à la place des États un certain nombre de fonctions qu'on appelle régaliennes, c'est les attributs de la souveraineté. Alors, ça peut être la défense. Alors, peut-être on imagine mal un char ou des avions de guerre Google, mais dans le cyberespace, on voit bien, et on le constate tous les jours, que ces grands acteurs peuvent avoir une force de frappe non négligeable. Vous avez vu d'ailleurs dans le domaine de la guerre, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle assez traumatisante. Vous avez entendu parler de Clearview ? Non ? Alors Clearview, c'est une entreprise américaine qui aspire des images sur le web. Elle possède aujourd'hui plus de 3 millions de portraits. 3 milliards, pardon, je dis une bêtise. 3 milliards, 3 millions c'est rien, 3 milliards de portraits. Et ils pensent qu'ils vont disposer de 100 milliards de portraits bientôt. Alors même s'ils ont plusieurs de portraits par individu, nous ne sommes que 7 milliards, ça veut dire qu'ils auront votre portrait. Alors, peut-être pas ceux des plus âgés, mais dès que vous êtes dans la vie active, que vous avez écrit un CV, que sur ce CV, vous avez une photo, que ce CV est en libre accès, ils peuvent avoir votre photo. Et puis, si jamais vous êtes sur un réseau social, eh ben à ce moment-là, ils ont, puisque vous les mettez, ils les aspirent. Alors, pourquoi je parle de Clearview? Parce que, vous avez vu, ça c'est assez traumatisant. Avec la guerre qui se produit en Ukraine, en général, c'est vrai qu'on a quand même de la sympathie pour les Ukrainiens, c'est effrayant ce qui se produit. Et donc, ce qu'a proposé Clearview, c'est d'aider les Ukrainiens. Et comment est-ce qu'ils vont les aider? L'idée, c'est d'utiliser les techniques de reconnaissance faciale pour reconnaître les personnes qui sont décédées, que ce soit les Ukrainiens ou les soldats russes. Quand c'est des soldats russes, ils envoient, parce que les soldats russes sont laissés sur le, je ne sais pas si on peut appeler ça un champ de bataille, sont laissés là, et donc ils envoient à leur famille des photos de la victime. Et puis, pour aussi enregistrer, et ça c'est quelque chose qui est assez troublant, les photos et les identités des fauteurs de massacres, en se disant que s'il y a des procès, ils pourront ensuite les attaquer. Et puis aussi pour détecter les espions. C'est-à-dire que, comme vous avez tout le monde, aujourd'hui, quelqu'un qui a 20-25 ans, c'est impensable qu'il n'ait pas été sur un réseau social. Donc ils peuvent savoir qui sont les personnes qui sont présentes. Et alors, ça veut dire que, bien sûr, d'un côté, on est tous traumatisés par la guerre en Ukraine, et on conçoit tout à fait l'utilité que ça peut avoir, mais en même temps, il faut savoir que, c'est-à-dire, toutes ces photos, ce sont nos photos, vous n'avez pas donné votre consentement, personne n'a donné son consentement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des questions ouvertes. Alors, je continue, sécurité intérieure, justement, reconnaissance faciale, je viens d'en parler, l'état civil, qui se fait souvent sur les réseaux sociaux, ou le traitement de masse de monnaie, ou la finance avec les bitcoins, etc. Ce que je veux dire, c'est que ces grands groupes industriels essayent de se substituer aux États. Alors à quoi leur sert la singularité? À masquer un tout petit peu la réalité de leurs ambitions.
hein, ils nous expliquent qu'ils vont nous aider. C'est pour ça, bien sûr, est-ce qu'ils se soucient de nous? Mais en réalité, derrière, je crois qu'ils ont quand même des agendas qui sont terrifiants, hein, et qu'il faut, je pense, absolument dénoncer. Vous avez vu, hein, au cours de la pandémie, hein, ce qui s'est produit, par exemple, hein, lorsque Apple et Google ont décidé de refuser la demande qui leur avait été faite par les autorités européennes d'ouvrir leur système d'exploitation pour permettre d'introduire des applications, hein, parce qu'il fallait qu'on puisse gérer le Bluetooth, et ils ont décidé de définir eux-mêmes leurs propres applications qui seraient fermées aux autorités étatiques. Vous voyez que c'est un signe tout à fait clair de ce que je viens de dire, mais nous en avons beaucoup d'autres, hein, et je ne vais pas trop insister là-dessus. Voilà, et ben je vais terminer donc sur ce qui est mon nouveau livre, hein, ici, donc, qui s'appelle Servitude virtuelle, hein, où je parle bien sûr de cette transformation du monde, hein, et il est, disons, grosso modo en deux parties. Une première, c'est une espèce d'anthropologie de ce monde nouveau dans lequel nous entrons, hein, ce que j'appelle la hausse des vents numériques. Hein, c'est-à-dire, je ne la décris pas, mais je donne des directions, hein, qui sont l'être en ligne, hein, qui est un peu le Nord, hein, l'équivalent, hein, c'est-à-dire ce qui va nous permettre de nous diriger. Et puis, bien sûr, l'opposé, l'être hors ligne. Hein, est-ce qu'on peut toujours être hors ligne? Est-ce que on a la capacité à se retrancher du monde numérique? C'est une question ouverte. Et il y a en même temps dans leur ligne ceux qui éprouvent une grande frustration du fait de ne pas être reconnus. Ils ont l'impression d'être à côté du monde. Les gilets jaunes, hein, c'est un sentiment de frustration de ce point de vue-là, même s'ils ont utilisé le numérique pour se faire reconnaître. Et puis deux axes orthogonaux, le hors-vie. Le hors-vie, ben, c'est la singularité, hein, c'est le fait de continuer son existence hors de son être biologique. Et puis le en-vie, ben, c'est cette nouvelle réalité du monde contemporain qui est liée au numérique, qui fait que les notions qui font la trame du tissu social, comme par exemple l'amitié. L'amitié, vous savez certainement tous ce dont il s'agit, puisque c'est une notion qui vient de la plus haute antiquité, hein, l'Éthique à Nicomaque, hein, le grand livre. Hein, il y a dans cet ouvrage, il y a 10 livres, et il y en a 2 consacrés à l'amitié. Donc, vous voyez que c'est pas n'importe quoi, et puis on peut le regarder chez de nombreux philosophes, Montaigne, etc., hein, tout au long de l'histoire. Et bien, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi une forme d'amitié. Alors, s'agit-il de la même amitié ? C'est voilà, cette question ouverte que j'essaye de discuter ici. Et s'il ne s'agit pas de la même amitié, est-ce que cette nouvelle forme d'amitié n'a pas un effet en retour sur l'amitié au sens traditionnel? Et je pense que c'est le cas, justement. Et puis ensuite, bien sûr, on peut prendre d'autres exemples, hein, de concepts, alors c'est ce que j'appelle la réontologisation, hein, le fait que ces concepts qui font la trame du tissu social se réécrivent. Je pense à la réputation, par exemple. Hein, c'est que les Chinois introduisent un score de réputation, hein, qui se construit avec des techniques d'intelligence artificielle. Hein, ils regardent exactement ce que nous faisons. Si nous jetons un papier dans la rue, hein, et avec la reconnaissance faciale, ils le savent, ils mettent un mauvais point. C'est pas trop grave, hein, ceci étant. Hein, si vous accompagnez une vieille dame, hein, pour traverser, ils vous donnent un bon point. Puis après ils agrègent tout. Et si vous avez trop de mauvais points, vous n'arrivez plus à voyager, votre enfant ne peut plus aller à l'université, etc. C'est une forme de réputation. Ça ressemble, hein, à la mauvaise réputation de Brassens, sauf que c'est un peu différent quand même. Hein, et bien sûr, je pense que ça mérite réflexion. Voilà, c'est ce que j'essaye de décrire. Et puis ensuite, et je parle des coups de marteau, c'est pas un marteau physique, c'est un marteau virtuel que j'ai emprunté au philosophe Friedrich Nietzsche, hein, qui essaye de taper sur les concepts pour entendre le son qu'il répercute. Eh bien, c'est exactement ce que je fais. Alors pourquoi je le fais? Parce que j'ai été ces dernières années dans pas mal de comités d'éthique et j'ai lu surtout beaucoup de recommandations faites par des comités d'éthique internationaux. J'ai participé au débat sur les recommandations de l'UNESCO, hein, sur l'éthique du numérique, hein, je l'ai fait en France, etc. Et j'ai eu un peu un goût amer, et donc j'ai voulu reprendre les concepts qu'ils ont utilisés pour construire ces recommandations. Ils sont inspirés de la bioéthique. Je trouve que les concepts de la bioéthique se justifient tout à fait dans le cadre de la bioéthique. Leur transposition au numérique pose un certain nombre de problèmes que j'essaye d'exposer ici. Voilà, merci, je suis à votre disposition. J'ai été peut-être un peu long, je ne sais pas.